Donc, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris. J'accompagne mes clients sur tous les sujets qui touchent à la structuration du patrimoine, l'investissement, que ce soit immobilier ou financier, la protection des proches. Et donc, j'accompagne de plus en plus de clients qui souhaitent s'expatrier à Dubaï, soit pour des raisons professionnelles, soit pour profiter d'un environnement plus sympathique. Donc, en général, pourquoi on s'expatrie à Dubaï? On s'expatrie parce qu'il y a un régime fiscal très favorable. Donc d'abord, pour bénéficier de ce régime fiscal, il faut être considéré comme résident fiscal des Émirats arabes unis. Donc pour ça, il faut y résider plus de 180 jours et avoir un visa de résidence. À partir de là, sur le papier, on peut profiter d'un environnement fiscal assez exceptionnel, c'est-à-dire aucun impôt sur le revenu, ni sur les salaires, ni sur les plus-values qu'on peut faire, ni sur les dividendes, ni sur les plus-values de vente d'un bien immobilier. Aucun impôt sur la fortune, que ce soit fortune financière ou impôt sur la fortune immobilière comme on a en France, et aucun droit de succession. Quand on est résident de Dubaï et qu'on garde du patrimoine en France, pareil, sur le papier, euh, si on touche des dividendes de sociétés françaises, on est exonéré. Si on fait une plus-value suite à la vente d'une société française, on est exonéré, sauf si on a une détention de plus de 25% dans cette société. Par contre, si vous êtes résident fiscal de Dubaï et que vous gardez de l'immobilier en France, les biens immobiliers que vous gardez en France restent imposés en France. Concrètement, donc les loyers qu'on perçoit de biens immobiliers français, ils vont être imposés à un peu moins de 40% jusqu'à 26 000 euros et un peu moins de 50% au-delà de 26 000 euros. Si on fait une plus-value sur un bien immobilier en France, ça reste imposable en France. Donc tout l'immobilier, ça reste imposable en France et c'est à peu près les mêmes taux que si vous étiez français. De même, si vous gardez des salaires de source française ou des rémunérations de source française, ça va être imposable en France. Mais pour tout le reste, en théorie, on peut bénéficier de l'univers extrêmement avantageux que propose Dubaï. Maintenant, le sujet, c'est qu'il y a plein d'avantages pour un Français à partir à Dubaï, mais encore faut-il pouvoir profiter de ces avantages et pas être attrapé par la France qui vous dirait, OK, vous habitez à Dubaï, mais moi, France, je considère que vous êtes quand même redevable de vos impôts en France et je vous taxe comme si vous étiez résident fiscal français. Or, à Dubaï, il y a une certaine spécificité. Donc, en général, quand on s'expatrie dans un pays, il y a aussi avec les Émirats arabes unis une convention fiscale qui définit les règles pour savoir est-ce que vous êtes considéré comme résident fiscal français ou est-ce que vous êtes considéré comme résident fiscal des Émirats arabes unis. Cette, euh, cette convention, normalement, elle a des critères successifs, c'est-à-dire, c'est les critères que je vous ai mis à droite, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder où est votre foyer d'habitation principal, c'est-à-dire où vous habitez, où vous avez un bien à votre usage, où est située votre famille, où sont scolarisés vos enfants. On va regarder, enfin, votre foyer d'habitation, c'est où est-ce que vous habitez. Ensuite, on va regarder vos centres d'intérêt vitaux, où est votre famille, où sont scolarisés vos enfants. Et dès lors qu'on arrive à trancher un lieu de résidence sur l'un des critères, bah, c'est définitif. Donc, par exemple, si vous êtes résident fiscal français, vous partez dans un pays et vous ne gardez aucun bien immobilier à votre disposition en France, automatiquement, vous allez être résident fiscal de l'autre pays. La France, de son côté, elle considère qu'on est résident fiscal français si on remplit l'un des trois critères que vous avez à gauche. Donc, si vous avez un foyer d'habitation ou un lieu de séjour principal en France, si vous répondez à ce critère unique, bah, la France va dire que vous êtes résident fiscal français. Si on part à l'étranger et on garde une résidence secondaire en France qui nous est accessible à tout instant, finalement, on a un lieu de séjour en France, donc la France pourrait dire que vous avez un lieu de séjour, donc on considère que vous êtes résident fiscal français. Si on exerce son activité principale en France, euh,
même si vous habitez à Dubaï, mettons, vous gardez votre entreprise en France et l'essentiel de vos revenus, l'essentiel de votre activité se fait en France, la France va dire je considère que vous êtes résident fiscal français. Si vous avez la majorité, ensuite, on va regarder la France peut dire si vous avez le centre des intérêts économiques en France, c'est-à-dire si la majorité de vos revenus proviennent de France, que ce soit des revenus du travail ou que ce soit des revenus du patrimoine, si la majorité des revenus qui vous font vivre proviennent d'un parc immobilier situé en France, par exemple, la France va pouvoir dire moi, je considère que vous êtes résident fiscal français. Quand on s'expatrie dans n'importe quel pays, on peut, on peut en général oublier un petit peu ces critères parce qu'on a la Convention internationale qui fixe des règles successives. Donc, si on s'expatrie au Portugal, par exemple, et qu'on a son foyer d'habitation permanent au Portugal et pas de foyer d'habitation en France, on va dire que vous êtes résident fiscal portugais. Dans la convention avec Dubaï, il y a une clause spécifique, il y a un article qui est l'article 19.2 de la convention qui dit en gros que même si vous êtes résident fiscal de Dubaï sur le papier, dès lors que vous remplissez un des critères de résidence français, donc soit vous avez un lieu de séjour principal en France, soit vous avez une activité professionnelle principale en France, soit la majorité, le centre de vos intérêts économiques est en France, donc la majorité de vos revenus provient de France, la France peut vous apposer sur l'ensemble de vos revenus. Et ça, c'est spécifique à Dubaï. Donc, malgré l'existence de la convention fiscale entre la France et Dubaï, il faut veiller en fait à ne remplir aucun des critères que je vous ai mis à gauche euh, pour, euh, pour vraiment éviter l'impôt en France, quoi. C'est-à-dire que si vous partez à Dubaï, mais encore une fois que vos revenus proviennent d'un patrimoine situé en France, vous serez de toute façon taxé en France. Excuse-moi de t'interrompre, Ouais. Olivier, j'ai une question. Donc, c'est très clair ce que tu marques dans ton tableau. Je voulais juste savoir, donc, une personne qui garde effectivement donc un parc immobilier en France, en sachant que les Français sont traditionnellement très attachés à leur immobilier, surtout l'immobilier donc parisien. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont considérés aux yeux de l'administration fiscale française? Bah, D'abord, si vous gardez de l'immobilier accessible, c'est-à-dire c'est un immobilier de jouissance, c'est un appartement à Paris, vous pouvez y retourner quand vous voulez, c'est une maison de campagne n'importe où, vous pouvez y aller quand vous voulez, là, la France peut considérer que finalement, vous avez encore un lieu de séjour principal où vous pouvez vous rendre quand vous voulez. Donc, potentiellement, on risque de tomber dans le premier critère et la France va pouvoir peut-être utiliser cet argument pour vous traiter comme un résident fiscal français. Si c'est un parc locatif, donc si vous avez un parc d'immobilier locatif, que vous partez habiter à Dubaï, mais que les loyers que vous percevez de ces biens français représentent 60% de vos revenus globaux, la France va pouvoir considérer que finalement le centre de vos intérêts économiques est en France et va utiliser cet argument pour dire voilà, vous êtes résident fiscal français. Donc après, voilà, enfin, c'est sûr que l'intérêt de la France, c'est de dire que vous êtes résident fiscal français ou de dire que vous avez des intérêts en France pour vous fiscaliser en France. Et pour ça, elle dispose de ces trois arguments qui sont là. Et donc, c'est les cas qu'on a eu avec les influenceurs qui sont partis à Dubaï, qui se sont fait requalifier. En fait, ils ont poursuivi leur activité depuis Dubaï, mais avec des sociétés françaises. Et donc, en gros, la France a dit, OK, vous êtes à Dubaï, vous travaillez à Dubaï, mais en gros, votre activité principale elle est en France, vos centres des intérêts économiques et vitaux, ils sont en France, donc on considère que vous êtes résident fiscal français et on vous taxe. Alors, Donc il y a voilà. David qui a posé une question intéressante, hein, Olivier, je la connais parce que c'est le genre de question qui revient. Il demande donc, dans l'hypothèse où nous gardons la résidence principale en France, mais nos enfants sont scolarisés à Dubaï, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est, on va dire, on serait avec n'importe quel autre pays que les Émirats arabes unis.
on regarderait, non, mais après, de toute façon, ça suffit pas comme question. Il faut savoir vous, où vous habitez, vous, où vous travaillez, etc. Mais bon, si vous êtes vraiment à Dubaï, vous travaillez à Dubaï, vous avez tout à Dubaï, vous avez votre famille à Dubaï, mais vous gardez un foyer d'habitation permanent en France, euh, eh bien, normalement, si c'était un autre pays, on dirait où est-ce que vous avez un foyer d'habitation permanent? Potentiellement, vous en avez et en France et à Dubaï. Donc, on passerait au critère suivant. Où est vos centres des intérêts vitaux? Là, on dirait que c'est Dubaï parce que finalement, vous êtes à Dubaï, votre famille est à Dubaï et ça s'arrêterait là. Vous serez résident fiscal de ce deuxième pays et la France laisserait courir. Mais là, comme c'est les Émirats arabes unis, il y a une clause spécifique qui dit que dès lors que vous avez un des critères, on peut coller. Donc après, il faut regarder, c'est du cas par cas. Et là, concrètement, c'est le travail plutôt d'un avocat fiscaliste de vous dire d'identifier d'identifier dans votre situation ce qui vous met à risque. Et d'ailleurs, on a un webinaire, je crois, qui est prévu la semaine prochaine avec l'expert Oui, fiscaliste du réseau. avec Georges, Donc, oui. voilà. Moi, mon job, c'est vraiment une fois que qu'on va dire les critères qui vous mettent en danger ont été identifiés par un avocat fiscaliste, parce que c'est quand même complexe et ça dépend vraiment de chaque situation, moi j'interviens dans l'organisation concrète du patrimoine. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe. Mais sur le principe, avec les Émirats arabes unis, dès lors enfin, en gros, il faut éviter vraiment de pouvoir tomber dans l'un des critères de gauche, donc lieu de séjour possible en France, activité professionnelle en France et sans des intérêts économiques et vitaux. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, pour moi, ce serait, vous partiriez au Portugal ou en Italie, ou voilà, ce serait réglé. Avec Dubaï, je ne dis pas qu'il y a un problème, mais il faut creuser un peu plus votre situation pour voir si tous les autres critères qu'on peut regarder font que ça ne vous met pas en risque par rapport à la France. Donc là, c'est une consultation personnelle et qu'il faut faire avec un fiscaliste. Est-ce que ça répond à la question, Rachel? Oui, ça répond à la question. De toute façon, David éventuellement assistera à la prochaine session avec Georges, donc ça lui répondra à une partie des questions. Voilà. Je pense que Georges lui fera de l'ordre aussi. Ok, vas-y, Olivier. Voilà. Donc, en ce qui concerne les successions, c'est pareil. On dit pas de droit de succession à Dubaï. OK, c'est vrai, mais attention, euh, si vous habitez Dubaï et que vos héritiers sont en France, de toute façon, vos héritiers seront taxés sur l'ensemble de votre patrimoine en France. Donc, pour qu'il n'y ait pas de droit de succession, il faut, un, que vous soyez à Dubaï, et deux, que vos héritiers ne soient pas en France et soient dans un pays où il n'y a pas de droit de succession. Deuxièmement, si vous êtes à Dubaï, vos héritiers sont dans un pays où il n'y a pas de droit de succession et vous gardez de l'immobilier en France, de toute façon, l'immobilier français sera taxé en France au droit de succession, quoi qu'il arrive. Par contre, si vous êtes français, résident fiscal français, et que vous achetez un bien immobilier à Dubaï, là, le bien immobilier spécifique qui est à Dubaï, vous avez de la chance, il n'aura pas de droit de succession dessus, même si vous êtes résident fiscal français. Donc, voilà, enfin, tout ça pour dire que… Attends, alors excuse-moi, Olivier, il y a une autre question qui est arrivée. Je pense que ça concerne tout le monde et la réponse est évidente, mais je vais te donner quand même le privilège d'y répondre. Ouais. Donc, il y a un monsieur qui demande si nous avons des propriétés à Dubaï qui nous génèrent un revenu et nous résidons en France, est-ce que le revenu est sujet à l'impôt en France? Évidemment, la France ne va jamais vous laisser. Tout à fait. Tout à fait, bien sûr, c'est soumis à l'impôt en France. Après, oui, voilà. Mais, euh, mais par contre, sur l'aspect succession, ce serait exonéré. Ok, Voilà. Donc, ok. par rapport à ça, quelles adaptations organiser à son patrimoine? C'est assez clair. En fait, l'idée, c'est de, finalement, autant que faire se peut, couper les liens qu'on a avec la France et réorganiser son patrimoine pour, idéalement, avoir le moins possible de sources de revenus qui proviennent de la France. Donc, que faire de son patrimoine immobilier? Quand on part, on peut soit le vendre, soit le garder comme pied-à-terre, soit le mettre en location.
euh, enfin, là, après, il faut vraiment regarder les grandes masses de votre patrimoine. C'est-à-dire que si vous gardez un patrimoine immobilier locatif, que vous avez une activité à Dubaï, que vous gagnez bien votre vie et que les revenus, les revenus immobiliers, ça représente 10% de vos revenus, il y a pas forcément de sujet. Le sujet, il est si ça représente 70-80% de vos revenus. Donc, en tout cas, il y a quelques points à avoir en tête quand on part. Si on veut vendre du patrimoine immobilier en France, d'abord, vous savez qu'en France, on a une exonération d'impôt sur la plus-value quand on vend sa résidence principale. Ça, c'est valable pendant toute l'année qui suit son départ. Si vous vendez votre ancienne résidence principale 2-3 ans plus tard, vous ne serez pas exonéré d'impôt sur la plus-value. Deuxièmement, si vous gardez un pied-à-terre, etc., bon, c'est pas primordial, mais il faut savoir que vous aurez une majoration de 40% de la taxe foncière parce que votre résidence deviendra une résidence secondaire. Et le point qui est intéressant pour les non-résidents, c'est que vous pouvez, en tant que non-résident, vous avez une exonération de plus-value spécifique pour la vente d'un premier bien autre que votre résidence principale de 150 000 euros dans les 10 ans suivant votre départ. Donc, vous pouvez avoir une exonération de plus-value supplémentaire. Dans tous les cas, le patrimoine que vous conserverez en France restera taxé en France, que ce soit sur les revenus, que ce soit pour l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous partez à Dubaï, mais que vous avez un patrimoine en France supérieur à 1 300 000 euros, vous serez redevable de l'IFI en France. Voilà. Et puis, si on regarde de l'immobilier en France, se pose la question du fait que vous avez potentiellement un lieu de séjour en France. Et donc, attention par rapport à la résidence fiscale, à voir en fonction de votre situation avec un avocat fiscaliste, si c'est au global de votre situation un critère important ou pas. Pour tout ce qui est épargne financière, quand on part de France, on peut garder, sur le papier, on peut garder tout ce qu'on veut, ses comptes, ses livrets, etc. Les seules choses que vous êtes obligé de fermer, c'est le livret d'épargne populaire quand on en a un, le livret de développement durable. Tout le reste, on peut garder. Le PEA, on peut le conserver. Il n'y a plus les avantages fiscaux français, entre guillemets, mais puisqu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, ça n'a pas d'impact. Il n'y a pas de restriction sur les types de placements que vous pouvez avoir. Si vous avez des SCPI, des fonds de private equity, ce genre de choses, vous pouvez les conserver. Il y a éventuellement une opportunité sur ce qu'on appelle le plan épargne retraite pour quelqu'un qui serait proche de la retraite, qui déciderait de s'expatrier à Dubaï. Il pourrait maximiser les versements sur le plan épargne retraite avant de partir pour avoir des réductions impôts importantes. Et puis partir à Dubaï. Une fois qu'il est à la retraite, il peut débloquer son plan épargne retraite et sortir les capitaux qu'il avait investis sans nouvelle fiscalité. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui serait proche de la retraite. Et enfin, donc le point de vigilance à avoir, c'est sur les contrats d'assurance vie que vous pouvez avoir en France, les contrats d'assurance vie français. Vous pouvez les conserver, mais attention aux lourdeurs administratives. Dès lors qu'on devient non-résident, dès qu'on veut faire un retrait sur ces contrats, l'assureur demande une quantité de paperasse impressionnante. Donc, il y a des formulaires CERFA à remplir. Il faut vraiment justifier de pourquoi vous faites le retrait, etc. Et donc, les durées peuvent être allongées. Donc, concrètement, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est vrai qu'on essaie d'organiser le patrimoine de telle manière de dépendre le moins possible de la France. Pour nous, l'immobilier que vous détenez en physique, c'est un point, on en a parlé. Pour ce qui est placement financier, le véhicule le plus adapté pour loger votre patrimoine, selon nous, c'est le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc, c'est un contrat d'assurance vie qui fonctionne à peu près de la même manière qu'un contrat français, c'est-à-dire que les sommes que vous placez restent disponibles à tout instant. Vous pouvez faire des retraits quand vous voulez, comme vous voulez. Au sein du contrat, on peut investir avec une allocation qui correspond à son profil de risque, à ses appétences. On peut investir en actions, on peut investir en obligations, on peut investir en immobilier via des fonds. On peut investir sur des fonds de private equity, sur des thématiques X ou Y auprès de fonds vraiment de premier plan. Ce que ça apporte, ce type de contrat, c'est d'abord la sécurité. Donc là, votre argent, il est logé au Luxembourg, donc plus en France, donc il n'y a plus de problème avec la France. Et le Luxembourg offre le système le plus sécurisé du monde hein, en termes de sécurité des fonds. Il y a un triangle de sécurité qui fait que vos actifs ne sont pas dans les comptes de l'assureur. Donc, si l'assureur fait faillite, vous ne perdez pas votre argent, contrairement à la France. En France, si vous avez une assurance vie auprès d'AXA et qu'AXA fait faillite, vous perdez votre argent potentiellement.
Au Luxembourg, ce n'est pas le cas. Il y a des garanties voilà, qui font qu'il y a une sécurité maximale. Il y a une neutralité fiscale. Donc, c'est un contrat dont la fiscalité sur les plus-values, lorsque vous faites un retrait, va s'adapter vraiment à votre lieu de résidence. Dès que vous changez de pays, automatiquement, la fiscalité s'adapte au pays dans lequel vous partez. L'enveloppe assurance vie va être intéressante en termes de transmission. C'est si vous partez à Dubaï et que vous gardiez des héritiers en France, eh bien, l'assurance vie permet toujours de faire bénéficier vos héritiers de 152 000 € par bénéficiaire d'exonération. Et enfin, en termes de gestion qu'on va pouvoir mettre en place, on peut faire exactement la même chose que si vous n'étiez pas dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Donc, on peut avoir des titres vifs, on peut avoir du private equity, on peut avoir de la gestion alternative, on peut tout avoir. Donc, pour moi, c'est l'enveloppe adaptée pour loger l'épargne financière. C'est des contrats qui sont accessibles à partir de 250 000 €. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour, moi, de mon sujet. Et après, bien sûr, quand on part à Dubaï, on peut investir une partie de ces fonds à Dubaï.